Bienvenue sur Question Direct qui reçoit aujourd'hui Maître Abdoulaye Tine, avocat au barreau de Paris, enseignant de droit international à l'université Cheikh Anta Diop Dakar et en même temps professeur de relations internationales dans la même université. Maître Tine, merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité ces derniers jours au Sénégal, c'est la police et les droits de l'homme. On a vu ce qui s'est passé la fois dernière à Touba, où un jeune apprenti a été arrêté par la police et qui se retrouvait mort. Les policiers ont été arrêtés. Pourquoi il y a des difficultés pour les policiers de gérer ce genre de questions? Oui, merci Monsieur Diop pour l'invitation. Effectivement, l'actualité malheureusement nous confirme que la construction de l'état de droit est un défi de tous les jours et que ça pose la problématique de la formation des forces de sécurité et de défense. Nous avons vécu les événements dramatiques, c'est-à-dire de l'usage excessif de la force policière pendant ces manifestations. Tout le monde garde encore en mémoire ces soirs où Dakar était plongé dans l'horreur. Finalement, donc, les forces de sécurité étaient dans ce contexte particulier, bien sûr, une source d'insécurité. Ça nous a ramené, bien sûr, à se poser un certain nombre de questions. Pourquoi, bien sûr, certains se sont permis d'agir en dehors des règles d'engagement. Lorsque l'on fait, en tout cas, l'effort de réfléchir sur la source de cette récurrente problématique, on s'en rend compte qu'il y a la question de la formation des forces de sécurité et de défense, notamment au niveau des techniques de maintien d'ordre, mais aussi surtout à la connaissance et à la maîtrise du cadre normatif dans lequel ils sont amenés. Donc elles sont amenées, ces forces de sécurité, à déployer leur activité parce que, quelles que soient les difficultés sur le terrain, on ne doit jamais oublier deux choses, qu'ils ne détiennent d'autorité que par la loi et que la loi, bien sûr, prévoit un certain nombre de noyaux durs des droits de l'homme qui sont indérogeables, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la tension et la situation de trouble intérieur, bien sûr, on doit bien sûr respecter, c'est la prohibition de la soumission à la torture et c'est le respect aussi du principe sacro-saint de la proportionnalité, c'est-à-dire lorsqu'ils agissent bien sûr, ils doivent faire le strict nécessaire pour maîtriser en tout cas les éléments en face et dès qu'ils ont la possibilité de les maîtriser, ils ne doivent pas bien sûr en faire d'autres actes qui ne sont pas utiles. Donc, vous avez posé tantôt le problème de la formation de la police au Sénégal. Est-ce que dans les modules de formation, on leur apprend la gestion non seulement de ces événements, mais aussi le respect des droits de l'homme? Oui, à mon sens, bien sûr, ces modules existent dans le cadre de la formation. Je pense que Amnesty International a déployé une action donc, considérable ces derniers temps, suite aux événements. À la fois Seydi Gassama et ses collaborateurs qui travaillent pour Amnesty International ont un peu partout à travers le Sénégal organisé des séances de formation avec les forces de sécurité et de défense. Mais bien sûr, on ne va pas régler le problème d'un coup de baguette magique. C'est tout un processus. Je pense bien sûr il est urgent, en tout cas, de donner une place beaucoup plus prépondérante dans la formation. Je pense qu'il faut en faire des modules dominants, ce qui déjà pousserait peut-être les élèves qui sont en formation à porter un intérêt donc en la matière, ça c'est le premier point. Le second, bien sûr, c'est ceux qui sont déjà en activité. Il faut prévoir, bien sûr, une formation continue qui sera obligatoire et qui permettra, bien sûr, à terme, bien sûr, de faire émerger une véritable culture donc, des droits de l'homme au niveau des forces de sécurité et de défense. Il va de soi, bien sûr, que en face, bien sûr, la population doit aussi être consciente que ces forces de sécurité et de défense sont là pour surveiller et respecter, faire respecter plutôt leur liberté. Et je serais tenté de dire que la première des droits de l'homme,
c'est le droit à la liberté et à la sécurité. Et c'est dire que, bien sûr, que l'institution policière et la gendarmerie constituent un pilier incontournable pour l'état de droit. Donc, justement, ce problème a été posé par beaucoup de policiers qui disent qu'aujourd'hui, les Sénégalais ne respectent plus les forces de sécurité et les forces de l'ordre, par leur comportement. Oui, comme je disais, c'est un problème complexe. Et il faut jouer sur les deux variables. D'abord, bien sûr, il va de soi que la police doit être bien formée pour gérer les situations de tension, donc avec professionnalisme, avec proportionnalité. Et c'est dire que, par exemple, le cas de la torture, parce que le propos initial, c'était le cas de l'affaire Ibrahim Samb. Mais bien sûr, une fois que la police, bien sûr, va faire son action, bien sûr, dans le cadre normatif, en face aussi, les répondants, ils doivent savoir que c'est des personnes qui sont dépositaires de l'autorité. Donc, que leur confère la loi. Donc, et en tant que tel, on leur doit un respect. Et ce respect, ce n'est pas à la personne qui est en face, mais c'est à l'institution qui représente. Et que dans la démocratie, comme le disait Rousseau, c'est le culte de la loi plutôt. Donc, et la loi, la police l'incarne tous les jours dans notre quotidien, lorsqu'on le croise, lorsqu'on est amené dans le cadre d'une manifestation à obtempérer. Et tout ça, bien sûr, ça pose deux problèmes. C'est la construction de l'état de droit dans notre pays, mais aussi de la citoyenneté. Et je pense bien sûr que c'est un problème global et qui pose, in fine, la question de la problématique de la culture démocratique. Mais les policiers posent le problème aujourd'hui que dans tous les pays du monde, il peut qu'il y ait des bavures, aux États-Unis, en France, partout. Il y a des bavures souvent dans l'intervention des forces de l'ordre. Mais dans ces pays, il y a des syndicats de policiers qui défendent un peu le droit. Au Sénégal, ceux qui sont ici n'ont pas de syndicat, ne sont pas défendus. Ils sont acculés, incriminés par les organisations des droits de l'homme. Oh oui. Ils n'essaient pas de comprendre dans quelles circonstances ils travaillent aussi. Oui, ça, quand même, il y a deux choses. D'abord, le fait qu'il y ait des bavures, quelles que soient les démocraties, entre guillemets, un peu avancées, ne nous donne pas, en tout cas, le droit de dire qu'on peut déroger aux règles. Comme je vous disais, ces règles, ils sont indérogeables. Peut-être ceux qui soutiennent cet argumentaire, ce qu'ils oublient des fois de préciser, c'est que dans ces pays aussi, il y a des enquêtes administratives qui sont assez rapidement diligentées et que la plupart du temps, bien sûr, l'État se dote de juridictions militaires ou de juridictions, en tout cas, spécialisées pour traduire assez rapidement. Ce n'est pas le cas. Dans des pays comme le Sénégal, en tout cas jusqu'à... Mais on a observé ces derniers temps, à chaque fois qu'il y a des bavures, les policiers sont arrêtés. Avant, ça ne se faisait pas, mais aujourd'hui, ça se fait. Et certaines personnes qui travaillent dans la sécurité se disent qu'elles ont un peu peur du fait que si les policiers ou les gendarmes continuent à être aussi stigmatisés, il se pourrait que dans le cadre de travail, qu'ils soient beaucoup plus, je ne sais pas, entre guillemets, paresseux pour ne pas le faire. Oui. Avoir peur de le faire. Voilà, j'allais en venir. Le second point, bien sûr, c'est que, vous savez, ces policiers ou ces gendarmes, finalement, il n'y a pas un peuple sénégalais de policiers et un peuple de défenseurs de droits de l'homme. Ces gendarmes, quand ils terminent leur service, ils remettent l'uniforme à côté, ils redeviennent des citoyens comme vous et moi, ils sont voisins, ils sont oncles, ils sont cousins ou même pères des fois. Donc c'est pour vous dire que bien sûr on doit dépasser ce clivage factice, se mettre dans une logique constructive, dire écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse en tout cas vivre comme on l'aspire, c'est-à-dire dans une démocratie où lorsque vous croisez la police, vous n'avez pas d'appréhension, vous pouvez aller bien sûr saluer, demander même des conseils, donc pourquoi pas, par ceux qui sont censés connaître la loi. Et en contrepartie bien sûr, lorsque il y a des manifestations, je vous donne l'exemple de la France, et ici, constamment, partout, à Paris ou ailleurs, il y a
tous les jours des manifestations. Vous pouvez, si vous n'êtes pas concerné par la manifestation, vous passez, vous continuez votre chemin. Et les autres, ils sont là en train de manifester. Donc, ça veut dire deux choses. D'abord, lorsque les policiers, peut-être même, ils sont amenés à quand même disperser une manifestation parce qu'elle est spontanée ou elle dépasse l'heure donc autorisée, et donc ils appliquent un principe de discernement, c'est-à-dire ils essayent de distinguer entre ceux qui font partie de la manifestation et ceux qui ne font pas partie, ce qui veut dire que vous pouvez passer votre chemin. Là, par exemple, des fois, devant l'université Cheikh Anta Diop, lorsque effectivement il y a des manifestations d'étudiants, mais combien de fois des gens ont été pris, donc bastonnés, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec la manifestation, mais parce que tout simplement, ils ont été là, bien sûr, au mauvais moment. Donc, comme je vous disais, c'est au niveau des deux piliers qu'il faut jouer. Au niveau des citoyens, donc la conscience, la nécessité de respecter l'institution, de comprendre que c'est un rouage essentiel parce que la loi sans la force, elle est impuissante. Mais il y a un autre facteur auquel sont confrontés aussi les forces de l'ordre. Ils évoluent des fois dans un environnement très hostile et de plus en plus aussi concernant justement les apprentis. La plupart d'entre eux ne comprennent pas la loi, ne sont pas alphabétisés, ne comprennent même pas le minimum qu'il faut faire pour évoluer par exemple sur la route, ne respectent pas le code de la route. C'est compliqué ça. Hein? Oui, mais comme je vous dis, ça pose toujours le problème initial, c'est le problème de la formation, du recrutement. C'est-à-dire, si on aspire à construire en tout cas une démocratie exemplaire, un état de droit moderne, on doit aussi se dire qu'il y a une institution qui incarne tous les jours l'état de droit, et c'est la police, c'est la gendarmerie, parce que c'est le bras séculier de l'État, c'est elle plutôt qui agit pour mettre en œuvre, bien sûr, les mesures qui sont prises. Mais ils sont confrontés souvent sur, par exemple, les routes, vous croisez les chauffeurs, les apprentis, qui ne savent pas lire le code de la route, et pourtant ils sont sur la route en train de conduire, et que cette route-là demande, si je me répète, un code. Exactement, exactement. Là, ce n'est plus le problème de la police. On dépasse, on entre dans une problématique de gouvernance. Et ça pose bien sûr la question de la construction de l'État en Afrique, mais surtout de la capacité que l'État dispose en Afrique à faire respecter les lois. Parce qu'il y a un foisonnement normatif. Mais finalement, la bonne gouvernance, l'état de droit, la démocratie, cela ne se résume pas à une superposition d'institutions ou à un foisonnement normatif. Il faut bien sûr que cette loi puisse s'exprimer dans la vie de tous les jours. Lorsque bien sûr on estime que pour prendre la voiture, il faut respecter un code de la route, l'État doit prendre toutes les dispositions nécessaires, bien sûr, pour que personne ne puisse prendre le volant sans bien sûr maîtriser les éléments élémentaires, à savoir la signalisation, les règles de dépassement, ainsi de suite. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Et ça, bien sûr, c'est des défis. C'est des défis, bien sûr, comme je vous disais, de la même manière qu'il faut investir dans la formation, le recrutement de la police. Il faut aussi donner les moyens à la police. Le Sénégal a été tout récemment devant la Commission des Nations Unies des droits de l'homme. Le ministre de la Justice a parlé de l'affaire du Sénégal concernant la torture, les droits de l'homme et la question de l'homosexualité. Est-ce qu'à votre avis, le Sénégal respecte les droits de l'homme de façon globale? Le Sénégal respecte les droits de l'homme, on peut dire oui, mais le Sénégal peut mieux faire. Oui, parce que tout simplement, si on se place, on se situe dans une perspective comparative, on serait tenté de dire bien sûr que le Sénégal peut-être, en toute modestie, fait en tout cas mieux, ou un peu mieux que certains pays. Sauf qu'il faut se méfier de l'autosatisfaction. La démocratie, les droits de l'homme, c'est un idéal. Tous les jours, on doit tendre vers cet idéal. Le respect des droits de l'homme, la construction démocratique, c'est une œuvre humaine, sans doute imparfaite, mais toujours perfectible. Ça veut dire qu'on peut toujours mieux faire. Même
les États qui se disent des grandes démocraties, tous les jours, bien sûr, l'actualité nous montre que quand même, ils ont encore du chemin à faire. Pour revenir maintenant au respect des droits de l'homme au Sénégal, il y a le discours, il y a la pratique. Le discours, et dans le discours, je mettrai les textes. Le Sénégal a ratifié quasiment tous les grands traités qui sont relatifs aux droits de l'homme. Lorsque l'on juge le Sénégal du point de vue de l'environnement normatif, on serait tenté de dire que le Sénégal est au même niveau que les États-Unis, que le Royaume-Uni, que la France. Mais aussi, il y a la pratique. Donc, il y a le discours. Bien sûr, le discours des politiques se colle dans ces textes, mais dans la pratique, tous les jours, il suffit de procéder à une visite carcérale pour regarder, bien sûr, qu'on est très loin de respecter les standards onusiens en la matière, dans les prisons. Il suffit bien sûr de regarder la lenteur des procédures judiciaires, de regarder l'accès, la difficulté d'accéder aussi à la justice, parce que les justiciables, ça c'est un critère aussi, parce qu'il faut que s'ils en ont besoin bien sûr, qu'ils puissent rester rapidement en justice. Mais est-ce que le Sénégal a le moyen pour le faire? Ça demande beaucoup de moyens financiers. Ça demande beaucoup de moyens, mais il faut se dire que la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme, ça n'a pas de prix, mais il y a un coût. Pour un pays où tout est prioritaire, pratiquement? Pour un pays où tout est prioritaire, tout dépend quand même de la priorité, des priorités, je serais tenté de dire. Parce que si on est dans une vision humaniste et qu'on met l'homme au centre de toutes les préoccupations, on peut dire qu'il n'y a pas autant, en tout cas, il n'y a pas autre priorité que l'accès, bien sûr, à l'eau, à la nourriture, au logement, à un niveau de vie décent, donc pour les populations. Moi, je serais tenté de dire, bien sûr, que même dans les pays où quand même tout est prioritaire, les droits de l'homme doivent quand même être érigés au rang d'impératif de priorité. Oui, devant la commission des droits de l'homme de l'ONU, le ministre a abordé la question de l'homosexualité. Oui. Certaines ONG sénégalaises fustigent la pression de l'Occident sur le Sénégal pour légaliser l'homosexualité. Alors que le Sénégal condamne les actes contre nature, il y a une sorte de subtilité de la loi dans cet acte contre nature. On peut tout mettre là-dedans. Oui, c'est un débat qui suscite au Sénégal une controverse magmatique. Beaucoup de passion aussi. Beaucoup de passion. Alors, il faut dépassionner un peu le débat et être un peu attentif dans la lecture. C'est très simple. Mon confrère Sidiki Kaba a soutenu, bien sûr, devant la commission que le Sénégal ne légalisait pas, donc ne pénalisait pas plutôt l'homosexualité. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre question, que ce n'est pas le terme homosexualité qui est utilisé. Mais par contre, l'incrimination en soi, c'est l'article 319 c'est-à-dire deuxièmement, qui prévoit non seulement les actes contre nature, mais aussi les actes impudiques. Et il y a une autre précision qui laisse croire effectivement que cette disposition, c'est-à-dire l'esprit de cette disposition vise l'homosexualité, c'est bien sûr la précision que lorsqu'ils sont intervenus entre individus de même sexe. Mais est-ce qu'au-delà de la juridiction, oui, ce n'est pas des questions sociétales? Voilà, je précise. Donc, un individu de même sexe. Ce qui veut dire que, bien sûr, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Sénégal ne pénalise pas l'homosexualité. C'est pénalisé. C'est un état de fait. Deuxièmement, c'est effectivement, il y a la pratique des juridictions qui s'appuient sur ça pour effectivement prononcer des condamnations qui peuvent aller entre 2 et 5 ans de prison et des amendes entre 100 000 et 1,5 million, comme le prévoit l'article 319. Donc, ça c'est clair.
Maintenant, effectivement, c'est une question de société. Vous avez bien fait de le soulever. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir, est-ce que la société sénégalaise, qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce que nous, nos valeurs, nos croyances religieuses nous permettent effectivement de dire, écoutez, on met tout de côté et là, on s'aligne sur d'autres critères. Je pense que chaque société a ses vertus spécifiques. Comme le disait Montesquieu, chaque peuple a ses humeurs, ses climats. Et le Sénégal maintenant, la difficulté pour le Sénégal, je vais vous expliquer, et on y verra un peu plus clair, c'est que les autorités, ils sont en phase avec l'opinion lorsqu'ils disent bien sûr que le Sénégal ne va pas dépénaliser. Parce que la majorité des croyances religieuses, des convictions bien sûr, sont contre. Donc c'est conforme aux aspirations actuelles. Ça peut changer dans l'avenir, mais à l'instant T, le peuple. Donc voilà l'opinion, en tout cas la perception que j'ai moi de cela. Maintenant, là où les autorités ne sont pas cohérentes dans leur position, c'est qu'au niveau international, ils ont signé des conventions, au terme desquelles quand même, ils s'engageaient à ne pas faire de discrimination selon l'orientation sexuelle et autres. Mais est-ce que c'est pas Donc ça, ils doivent mettre en phase maintenant. mais est-ce que ça, c'est pas ça le gros problème du droit international? Oui. Devoir imposer à des sociétés une norme peut-être que les sociétés ne reconnaissent pas, pour que ça soit une norme internationale appliquée à tout le monde. C'est ça la difficulté. Oui. Le Sénégal peut dire aujourd'hui, moi, ma société rejette l'homosexualité, toutes les religions sénégalaises rejettent l'homosexualité. Au nom de quoi l'Occident voudrait imposer cette loi aux Sénégalais? Mais il appartient maintenant aux autorités sénégalaises de montrer que c'est des autorités souveraines. Et que la souveraineté, c'est le courage politique. Le courage politique, c'est dire, écoutez, moi, aujourd'hui, voilà l'opinion dominante au niveau de mon peuple, les croyances religieuses, les valeurs sociales, telles que je les vois. On avait ratifié des traités en un instant T. Ces traités, vous savez, ce n'est pas imposé, c'est le principe du consentement. L'État est entré. Vous savez bien, et après, mais vous êtes quand même subtil, oui, avocat international, oui, qu'à derrière les traités, l'acceptation de ces traités, il y a des trucs, il y a des conditionnalités, même qui ne disent pas leur nom, du point de vue économique. Comme je dis, c'est la question, effectivement, c'est la question, comme je vous ai dit. Ça. Quand je parlais du courage politique, c'est de dire que aujourd'hui, voilà ce que les aspirations de mon peuple entend préserver un certain ordre social, je dois avoir assez de courage politique pour aller dire que sur traité international, je peux être parti, mais sur cette disposition, je suis réservataire. C'est-à-dire, vous dites que c'est sur cette disposition, moi, soit je ne me l'applique pas, ou en tout cas, voilà l'interprétation que j'en donne. C'est-à-dire, ça ne fait pas obstacle. Et de l'autre côté, c'est-à-dire, il est temps que les autorités aussi, peut-être, je ne dirais pas qu'il faut poser la question à l'Assemblée, de dire, écoutez, on ne va pas faire du bricolage juridique, il ne faut pas se voiler la face. L'article 319, finalement, donc, vise aussi la question de l'homosexualité, et je vais clairement le dire. Mais le président de la République l'a réaffirmé devant Barack Obama. Mais il faut la clarifier du point de vue juridique. Et comme je dis, ce n'est pas moi que rien n'autorise en cela. Le peuple donc, a ses aspirations, il y a des canaux d'expression démocratique. Il appartient maintenant aux autorités qui ont pouvoir pour actionner ces leviers, pour clarifier le débat en disant que je vous ai dit dans le discours, voilà, je le traduis, voilà, donc advienne que pourra en texte et ce sera comme ça. Est-ce que ce n'est pas ça qui pose le problème aujourd'hui en Afrique de façon globale? Si on aborde la question de la CPI, où les présidents africains veulent que l'article 16 de la Convention de Rome, le traité de Rome, soit appliqué au chef d'État kenyan pour qu'il ne se présente pas tout le temps devant les juridictions, est-ce qu'en signant ces traités internationaux, on prend le soin de regarder le contenu? Oui, ça aussi, c'est vrai, c'est une question très pertinente. Ça nous pose effectivement, comme je disais dans mon propos introductif, la question de l'État en Afrique. C'est-à-dire, est-ce qu'on essaye d'analyser les implications donc, de ce dont on est amené à signer des fois? Parce que n'oublions pas que c'est des normes
Et après, ça crée des obligations vis-à-vis de nous. Pour revenir à la question de la CPI, le Sénégal a été le premier pays à signer le statut de Rome en 1998. Aujourd'hui, vous prenez l'Assemblée des États parties, donc l'Afrique est majoritaire, plus de 34 États. Donc aujourd'hui, la majorité des États ont accepté, la plupart du temps sans réserve, les dispositions du statut de Rome. Des États comme les États-Unis, qui connaissaient les implications, ils ont été constantes. Même du point de vue de la continuité de la politique étrangère des États-Unis, quel que soit le changement de régime, il n'y a pas de variation sur la position des États-Unis vis-à-vis de la CPI. Par contre, en Afrique, bien sûr, on est dans une situation un peu incohérente, il faut le dire, parce qu'il n'y a pas d'autre propos. On reste encore membre du statut de Rome, mais en même temps, on adopte des résolutions pour dire qu'il ne faut plus coopérer. Or, vous savez bien que les relations internationales sont sous-tendues par un rapport de force. Comme le disait si bien le général de Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Oui, mais chacun doit savoir maintenant, dans ce jeu d'intérêts, comme vous le dites, comme le disait donc Raymond Aron, chacun doit pouvoir quand même défendre son intérêt national. Et l'intérêt national, la France va la définir selon la représentation donc qu'elle se fait de son image dans les relations internationales, de ses intérêts économiques, mais aussi du poids diplomatique qu'il faut se donner. L'Afrique aussi doit faire de pair, parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les autres définissent pour nous notre intérêt national, parce qu'eux, ils ont aussi prêté serment de ne jamais trahir les intérêts des peuples qui les ont mandatés. Donc, pour revenir à la CPI, bien sûr, et à l'article 16, bien sûr, aujourd'hui, la question, elle est un peu problématique, parce que tout simplement, c'est la première fois qu'un chef d'État en exercice est attiré devant la Cour pénale internationale. Pourtant, dans le statut de la Cour pénale internationale, quand ces États signaient, ils savaient qu'il y a ce qu'on appelle le défaut de pertinence de qualité officielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas invoquer l'immunité que confère le statut de chef d'État pour dire qu'on ne doit pas répondre. L'article 16 qu'il demande de mettre en place, c'est une disposition qui prévoit la possibilité pour le Conseil de sécurité de suspendre des poursuites de manière donc renouvelable, non, chaque fois par le biais d'une résolution, mais adoptée par le Conseil de sécurité. Mais il y a une condition fondamentale. Laquelle? C'est qu'il faut que les intérêts de la paix le commandent. C'est-à-dire, dans ce cas, on doit se poser la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la finalité? Parce que la justice en soi n'est pas une finalité en soi. Donc, mais justement, est-ce que ce cas-là ne se pose pas? Si aujourd'hui, Uhuru Kenyatta, en tant que président du Kenya, est attrait ou bien condamné par la CPI, et son vice-président aussi attrait et condamné par la CPI, et que ce n'est pas un facteur de déstabilisation du Kenya? C'est la problématique à laquelle seront confrontés les 15 membres permanents du Conseil de sécurité, à qui on a soumis la question. C'est une interrogation, bien sûr. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un vide du pouvoir? Des constitutionnalistes donc peut-être seraient tentés de vous dire non, la Constitution a tout prévu. Donc il y aura une suppléance qui sera donc assurée. Et bien sûr, après la suppléance, on organisera des élections, tout le monde est utile, nul n'est indispensable. Mais au final, bien sûr, la communauté internationale... Mais ça, c'est dans des pays où le régime n'est pas très politisé. Oui. Dans nos pays, vous savez, oui, c'est des questions de camp et de clan. Oui, exactement. Et comme je dis, je n'ai pas la prétention de vouloir donner une réponse, mais en tout cas, mon opinion est qu'il faudra faire un arbitrage entre est-ce que, en poursuivant donc, la logique judiciaire, on ne risque pas de créer un chaos social dont les conséquences sont beaucoup plus difficiles à gérer, sachant que la finalité de la justice, parce que la justice internationale, finalement, c'est un outil au service du maintien de la paix. D'abord, avant la CPI, on a vu les juridictions pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Dans les résolutions qu'il a créées, notamment la résolution 808 pour la première juridiction, bien sûr, on disait qu'il était impératif
de réconcilier la société, mais ça passait incontournablement par le jugement des criminels et que c'était une condition essentielle pour pouvoir arriver à une société apaisée, parce que si on ne rend pas la justice, on laisse les facteurs belligènes qui serviront à alimenter des conflits futurs. Donc pour le cas du Kenya, on a eu une situation d'instabilité politique. Aujourd'hui, le pays a dépassé. Donc là, on a une société quand même qui cherche à se réconcilier, bien sûr. Et après, bien sûr, il y a les procédures qui ont été initiées sur le fondement des événements, sur la base plutôt des événements de 2007. Maintenant, bien sûr, au niveau du Conseil de sécurité, on devra déterminer, sachant que le vrai problème, pour en finir sur ce point, c'est que l'Afrique n'est pas au niveau de la Cour pénale internationale, du Conseil de sécurité représenté. Vous savez, on a tendance à dire effectivement qu'il n'y a que des situations qui concernent l'Afrique qui sont déférées devant la Cour pénale internationale. Mais bien sûr, parce que le débat sur l'incontournable réforme du Conseil de sécurité est toujours posé, mais jamais tranché. L'Afrique, donc, lorsqu'il s'agit bien sûr de déconnecter le système, n'a pas la capacité bien sûr de poser un veto, comme le fait la Russie concernant la Tchétchénie, comme le fait bien sûr la Chine concernant le Tibet, et donc et d'autres pays bien sûr qui protègent même des États avec qui ils ont des intérêts. Donc finalement, bien sûr, je pense qu'on est en train de prendre l'effet pour la cause. La vraie cause, bien sûr, c'est que l'Afrique n'est pas représentée au niveau des instances où tout se passe. Donc, il faut exiger, bien sûr, le statut de membre permanent pour l'Afrique. Je pense que ça permettra, en tout cas, d'amoindrir la sélectivité des poursuites. Sinon, dans tous les autres cas, ils vont déconnecter le système. Mais lorsque c'est l'Afrique, il n'y a aucun intérêt. Et comme vous me le disiez tout à l'heure, chaque État défend ses intérêts. Si ses intérêts ne sont pas menacés, il laisse passer la résolution. Revenons un peu au Sénégal. Il y a un débat qui est reposé aujourd'hui, c'est l'article 80 du Code de procédure pénale. Tout le monde estime que cet article, c'est un article fourre-tout, qu'il fait atteinte même au droit à la liberté d'expression. Le Sénégal est considéré comme étant une démocratie entre guillemets majeure. Pourquoi aujourd'hui ce code n'est pas changé, cet article? Oui, c'est vrai. C'est comme aussi le délit d'offense. En rappelant que le président Abdoulaye Wade l'avait promis de l'abroger quand il a été reçu à l'Élysée, quand Madiambal Diagne avait été mis en prison. Oui, je pense que même bien avant, quand il a été dans l'opposition, on s'est même servi plusieurs fois donc, de cet article pour le mettre en prison. Finalement, bien sûr, ça pose un peu une question. C'est aussi la question de la cohérence de la démarche politique. La plupart du temps, quand même, quand on est dans l'opposition, on a tendance, bien sûr, à porter un discours. Les meilleures résolutions au monde. Je dirais, voilà, moraliste, un discours normativiste. Lorsque l'on arrive au pouvoir, si on n'est pas assez intelligent, on sera tout de suite rattrapé par la raison d'État. La raison d'État, bien sûr, quand elle parle en nous gouvernants, donc c'est qu'on n'a pas vraiment raison. C'est-à-dire, on peut se dire, écoutez, tiens, comme disait Prosper Veil, le droit comme la guerre n'est très souvent que la continuation de la politique par d'autres moyens. Et peut-être ça peut me servir. Donc, c'est un outil dans ma boîte, donc un outil, donc je le laisse et peut-être le moment venu, c'est une question d'opportunité, je peux m'en servir. Non, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas des règles qui varient, à mon sens, selon les circonstances et les acteurs en jeu. On doit quand même se mettre sur un schéma idéal. Donc, un idéal qu'on cherche à atteindre et après, on doit se donner les moyens. Pour moi, concernant cet article, sur 80, elle est liberticide parce que tout simplement, c'est un article attrape-tout, c'est-à-dire rien n'est intrinsèquement, bien sûr, c'est trouble, mais tout peut le devenir. Il suffit bien sûr que l'autorité judiciaire qui statue en décide comme ça. Est-ce qu'il faut changer l'article ou bien le faire disparaître du code de procédure pénale? Ou à défaut, en tout cas, poser des conditions claires d'application de l'article. Parce que l'ordre public, bien sûr, donc ce sera difficile de le définir. C'est comme on a la même problématique dans les relations internationales au niveau
de la menace à la paix. Récemment, on a parlé de la Syrie au devant de l'actualité internationale. Bien sûr, ces notions constituent un avantage dans les textes parce que tout simplement, ça évite aux textes d'être dépassés par le temps. Il suffit bien sûr, mais par contre, la plasticité, bien sûr, donne à l'autorité qui est chargée d'interpréter selon, bien sûr, les impératifs du moment. Donc, je pense que, à mon sens, soit il faut le supprimer carrément, moi je suis pour cette option, ou à défaut, il faut qu'on puisse quand même poser des conditions très claires qui permettront bien sûr d'encadrer. Et l'âme de la démocratie, c'est le contrôle. Lorsqu'on va poser les conditions sur le principe de la légalité, demain, quelqu'un qui estime qu'il n'entre pas dans les conditions, il peut effectivement, à bon droit, contester en évoquant ces conditions et parce qu'on préalablement, on les aura énumérées et devant une haute autorité, il pourra dire que telle condition fait défaut. Et à mon sens, bien sûr, ça évite bien sûr d'avoir une appréciation à géométrie variable. Mais pourquoi justement les organisations de droits de l'homme sénégalaises ne posent pas de débat encore de l'article 80 du Code de procédure pénale? Ils attendent peut-être que quelqu'un soit victime de cela pour encore demander son abrogation. Il n'y a pas un combat permanent. Oui, moi je serais tenté de... Je pense que déjà dans un premier temps, les ONG de défense des droits de l'homme ne manquent pas à chaque occasion. Ils en ont parlé pour longtemps. Oui, ils en parlent. À chaque fois que l'occasion se présente, quelqu'un est bien en prison à cause de cet article, on en reparle. Voilà, ils en reparlent. Et je pense aussi qu'il est du devoir des gouvernants aussi, d'être quand même, ils n'ont pas besoin qu'on leur rappelle constamment qu'il faut quand même procéder au toilettage des textes qui sont un peu dépassés parce que tout simplement il faut se dire que c'est comme le délit d'offense au chef de l'État comme je disais. Moi j'estime que dans une démocratie, un président qui est de surcroît chef de parti n'est pas au-dessus de la critique de ses concitoyens. Donc alors il y a un dédoublement fonctionnel qui se fait. Il est à la fois donc le soir donc au chef de parti et peut-être la journée le président parce que tout simplement le citoyen aussi dans la démocratie c'est la liberté de critique et il n'y a pas de tabou dans une démocratie. Donc quand on se permet de dire que vous avez offensé le chef de l'État, j'estime que c'est un délit de tout autre âge. De la même manière aussi que j'estime que la démocratie aussi c'est une culture, c'est respecter l'adversaire, c'est quand même respecter les limites. Donc on doit aussi se garder bien sûr d'injurier et ne serait-ce que par décence. Oui. Au-delà de cela, il y a la traque au bien mal acquis. On en parle au Sénégal depuis pratiquement le début de cette deuxième alternance. Il y a certaines personnalités qui ont été arrêtées, d'autres sont en train d'être inquiétées. Toujours, la CREI revient au devant de l'actualité. Certains juristes estiment que c'est un monstre juridique. Oui, un monstre juridique, je serais plutôt tenté de dire que c'est une juridiction donc d'exception. Comme toutes les juridictions d'exception, j'estime qu'elle n'a pas lieu d'être, donc droit de citer, dans une démocratie comme le Sénégal. Pour deux choses. Moi, personnellement, c'est mon analyse personnelle. J'estime qu'on n'avait pas besoin de cette juridiction au contour flou qui est resté pendant longtemps à être actif. Dans l'exposé des motifs, c'est le président Abdou Diouf qui parlait des impératifs du socialisme pour créer cette juridiction. Près de plus de 20 ans après, on active cette juridiction. Moi, j'estime qu'on avait tous les textes. On avait tous les textes pour juger des situations pareilles, parce que la plupart du temps, quand on parle de détournement de biens publics, il y a souvent trois situations. Donc, ça met en cause toujours des trafics d'influence, des détournements de deniers publics, des recels de deniers publics. Et ces textes, on les avait. On n'avait pas besoin de s'embarrasser encore d'une juridiction supplémentaire. Mais à mon sens, moi, je pense que le recours à cette juridiction, c'est justifié par la nécessité, pour certains, de contourner le principe de l'égalité, le principe de la non-rétroactivité. Parce que si pendant toute l'élection, nous avons longuement, en tout cas nous juristes, donc disserté, cogité sur l'applicabilité, l'étendue du principe de la non-rétroactivité en matière constitutionnelle, s'il y a un domaine où ça ne souffre d'aucune controverse, c'est en matière pénale. La loi
au niveau pénal, ne peut disposer que pour l'avenir. C'est un acquis de la Révolution de 1789. C'était pour mettre fin à l'arbitraire royal. On vous arrêtait, on vous taillait des lois sur mesure, on vous mettait en prison. Pour revenir à la treille, c'est que donc il fallait s'appuyer sur de l'existant. Sauf que, à mon sens, il ne fallait pas s'appuyer sur de l'existant à tout prix. Mais du moment que la CREI est dans l'arsenal juridique du Sénégal et qu'il n'y a pas de réforme, elle n'a pas été supprimée, du point de vue légal, selon beaucoup de juristes, elle est là. C'est une loi qui est là. Oui, c'est une loi qui est là, mais dans son fonctionnement, moi, j'estime qu'elle ne répond pas aux standards onusiens de respect des droits des suspects. Mais pour vous, il faudrait qu'on réforme la CREI ou qu'on crée d'autres juridictions ou bien qu'on la supprime de l'arsenal juridique sénégalais. Bon, je pense qu'on gagnera en efficacité. On gagnera en efficacité si on est vraiment convaincu qu'on est dans une logique de bonne gouvernance et qu'on cherche bien sûr à récupérer d'éventuels biens qui seraient placés quelque part. On doit donc ériger un certain nombre d'impératifs. Le premier de ces impératifs, c'est de respecter tous les droits des suspects. C'est important. Il y en va de l'efficacité des décisions qui, in fine, seront rendues par ces juridictions. Parce que si demain, ces juridictions prononçaient des condamnations et qu'on serait amené à instrumenter à l'étranger, mais les juridictions, les décisions, peut-être certaines, je ne parle pas des juridictions, des décisions au niveau pénal, mais au niveau peut-être civil, mais il faudra bien sûr les exéquaturer pour opérer des saisies. Parce que c'est un droit de propriété et une institution ne va pas vous livrer les biens d'autrui comme ça sans fondement. Et à partir de là, bien sûr, vous saisissez un autre ordre juridique. Et cet ordre juridique va regarder, bien sûr, quand même la validité du jugement que vous lui présentez à la lumière de ces standards. Donc c'est la question de l'exéquature, c'est une question d'ordre public, et notamment il va contrôler l'identité d'incrimination, ainsi de suite, pour donner une suite favorable ou défavorable par rapport à la décision. Donc il faut anticiper en amont, et il faut leur assurer, bien sûr, un procès le plus transparent possible, le plus exemplaire possible, pour que s'il y a des suspects, je parle au conditionnel, qui sont condamnés par un tribunal, pour qu'ils n'aient aucune excuse devant le tribunal de l'histoire. Mais l'autre problème qui se pose, là, il y a une sorte de disharmonie entre les lois nationales et celles internationales. Est-ce qu'un pays aussi a le droit de créer ses propres lois dans son propre pays et de les appliquer sans tenir compte du droit international? C'est l'expression de la souveraineté. Vous savez, la souveraineté, donc, comme on l'apprend souvent aux étudiants de droit dès la première année, s'exprime dans deux sens, positivement et négativement. Positivement, c'est que l'État, dans le territoire qu'il contrôle, il a le monopole de la contrainte organisée. Il a le monopole de la législation, c'est-à-dire légiférer. Ça, il n'y a pas de problème. Mais la limite à cela, bien sûr, c'est le respect de ses engagements à l'international. Et pour vous dire négativement aussi, parce que j'ai dit positivement, il a le monopole de l'édiction des règles, y compris en matière criminelle, mais négativement, l'État n'est soumis à aucune autre autorité. Mais c'est ça le problème fondamental. Mais par exemple, si on prend le cas des États-Unis, c'est un pays qui applique la loi selon ses intérêts internes et extérieurs. Oui. Est-ce qu'on peut demander à un pays africain aussi de suivre aveuglément la loi internationale, de ne pas tenir en compte ses intérêts personnels? Mais la loi internationale, la plupart du temps, comme je vous ai dit, c'est l'État africain lui-même qui l'a ratifiée. Et elle n'est pas mentionnée. Il y a ce qu'on appelle l'autonomie de la volonté. À tout moment, l'État africain peut dénoncer un traité international, on peut sortir d'un traité. D'accord? Récemment, pour l'Union africaine, la CPI, ils avaient brandi la menace d'un retrait massif. Finalement, ils ont dit on ne se retire pas. Donc, ils ont la possibilité. Je dis que c'est incohérent. S'il y a une incohérence au niveau de la démarche, c'est-à-dire si on estime que on s'est engagé et un dévoiement, on doit avoir le courage politique de dire je ne me reconnais plus et je m'en vais, mais on y reste
et ensuite on dit qu'on n'applique pas les décisions. Pour revenir à la traque des biens mal acquis, en tout cas l'expression, voilà, donc... La traque aux biens mal acquis, oui. Voilà, et c'est imposé d'elle-même, entre guillemets, l'État du Sénégal a le droit, c'est l'expression de la souveraineté, de faire ce qu'elle veut, du point de vue normatif, entre guillemets, sous respect, bien sûr, de ses obligations à l'international. Mais n'oubliez pas que ces biens qui sont traqués, la plupart sont localisés à l'étranger. Et comme je vous disais, pour que ces mesures soient efficaces, il faut bien sûr anticiper. Parce que si demain vous souhaitez quand même les opposer à un autre ordre juridique, il y a un élément d'extranéité, parce que ça va mettre en contact plusieurs ordres juridiques, il faut se dire que de toutes les façons, chez moi, oui, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aurais besoin de la collaboration d'un autre pays. Mais ce pays aussi a ses règles et ses normes. Et il faut anticiper, comme je disais, à ce qu'on n'ait pas des décisions et qu'on soit dans l'incapacité de faire des confiscations. Oui, aujourd'hui, vous faites partie de la commission d'indemnisation des victimes des événements du 23 juin, comme on le dit. Il y a l'affaire Mamadou Diop. Tout le monde a appris que l'État du Sénégal a décidé de prendre en charge sa famille, ses enfants, et de le recruter à titre posthume. Mais les gens se demandent, et les autres, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Il n'y avait pas que Mamadou Diop. Oui, alors une petite précision. Moi, je suis, avec mon confrère Hassan Dioma, entre autres, l'avocat du collectif des victimes. Bien évidemment, je suis aussi l'avocat, naturellement, de la famille de feu Mamadou Diop. Vous avez parlé tout à l'heure de la commission. C'est vrai, il y a une commission qui a été instituée par l'État du Sénégal pour indemniser, instruire en tout cas les demandes d'indemnisation des victimes des violences préélectorales, à l'amiable. Mamadou Diop, la mesure présidentielle à laquelle je serais tenté de dire même les mesures présidentielles, parce que c'est deux mesures séparées, donc il y a effectivement son recrutement à titre posthume dans la fonction publique parce qu'il était vacataire. Ensuite, il y a une autre décision qui a été prise pour ériger ces deux donc aux enfants, donc les orphelins, pupilles de la nation. Voilà, des pupilles de la nation, c'est vrai. Mais l'indemnisation en tant que telle, elle sera aussi indemnisée par la commission. Donc ça, c'est des mesures, bien sûr, que l'État a fait pour exprimer la solidarité nationale vis-à-vis. Mais par contre, dans la commission, personne ne sera oublié. Toutes les victimes, que ce soit les victimes décédées, que ce soit les victimes survivantes, on a présenté des dossiers et pour nous, bien sûr, combien 70 dossiers? Oui, à peu près en tout cas, voilà, donc au moins plus de 60. Mais est-ce que toutes ces personnes seront prises en charge dans l'indemnisation par l'État du Sénégal? Parce que la mesure qu'on a entendue, c'est celle de Mamadou Diop. Oui. Les autres victimes et blessés dans cette histoire attendent. Oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, il y a la commission qui a été donc instituée au niveau du ministère des Finances. C'est l'agence judiciaire de l'État qui gère le dossier. Dans la composition, nous avons pris connaissance récemment de la composition de cette commission. Donc, il y a effectivement des représentants des forces de sécurité, donc un représentant pour la police et la gendarmerie. Par contre, nous avons regretté le fait, bien sûr, que les ONG de défense des droits de l'homme ne soient pas représentés, encore moins le collectif des victimes. Et j'ose espérer que dans les jours à venir, en tout cas sur le principe, à ma meilleure connaissance, les autorités sont d'accord pour procéder à ce correctif. Et pour revenir à l'indemnisation, comme je le disais, nous avons déposé, c'est-à-dire des demandes d'indemnisation individuelles au cas par cas. Pourquoi? Pour chaque victime, parce que nous estimons qu'on ne peut pas se contenter de la même méthodologie que le Diola. Parce que la situation de chaque victime dans ces événements est différente de la situation d'une autre victime. Mais les victimes, ce n'était pas seulement les civils. Il y a aussi des policiers qui ont été victimes aussi. Effectivement. Est-ce qu'elles sont aussi prises en charge par cette indemnisation aussi? Alors, ça c'est une bonne question. Aussi, hein? Ça c'est une bonne question. Tout à l'heure, je vous disais qu'il n'y a pas un peuple de forces de sécurité, un peuple de citoyens. Je pense que c'est ma vision. Donc nous devons vite dépasser ces événements. Je pense que c'est dans un contexte particulier. La réalité a fait que finalement, politiquement, ces événements se sont produits. Nous avons maintenant une volonté de tourner la page.
de reconstruire une démocratie et de ne plus jamais revivre ces événements. Et je pense que l'équité commanderait bien sûr, hein, c'est ma position personnelle, hein, mais je ne suis pas quand même l'avocat donc de la famille de Fodé Ndiaye, Fodé Ndiaye. Moi je suis l'avocat du collectif des victimes. Vous comprenez dès lors aisément, je ne peux pas plaider pour eux, mais moi je ne suis pas opposé. En tout cas, je pense que ce sera tout à l'honneur du Sénégal, hein, de l'État du Sénégal, de prendre en charge donc à la fois les victimes, et aussi bien sûr que ce soit au niveau des citoyens, ou même la famille, effectivement. C'est une manière, effectivement, de réconcilier le peuple et ses familles, parce que si, pour les familles des victimes et les familles du policier disparu, il y a quelque chose qui les unit, c'est le drame, c'est la disparition, la perte d'un être cher. Et je pense effectivement... Une dernière question, on a parlé tantôt du Diola. On a lu ces derniers temps, certains agitateurs, ou bien certaines personnalités avancer le fait que l'histoire des victimes du Diola, qu'on doit traduire l'ex-président Abdoulaye Wade pour crime contre l'humanité. Oui, bon, je ne sais pas quelles sont les personnes qui sont à l'origine plutôt de cette idée. Tout ce que je sais, c'est que quand même j'enseigne le droit pénal international, je la pratique aussi. Ce qui s'est passé dans le Diola peut répondre à d'autres qualifications, mais pas à la qualification de crime contre l'humanité telle qu'elle est prévue par des textes, que ce soit les conventions de Genève, que ce soit le statut de la CPI ou d'autres instruments internationaux. Par contre, dans cet épisode aussi, ce qu'on pourrait bien sûr reprocher au Sénégal et qui pourrait peut-être aussi engager la responsabilité personnelle, hein, donc au niveau pénal des personnes qui étaient à la tête de l'institution étatique, y compris au plus haut sommet, bien sûr, c'est un certain nombre de conventions, hein, sur le transport maritime et que le Diola, bien sûr, n'avait pas respecté ses obligations de sécurité à la matière et que malheureusement, gouverner aussi, c'est ça, c'est être responsable, c'est-à-dire répondre de ses actes. Maître Abdoulaye Tine, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Je vous rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, enseignant de droit international à l'université de Dakar, Cheikh Anta Diop, et ensuite aussi prof de relations internationales. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous suivez chez vous. Au revoir.